Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Nous avons environ 25 personnes présentes ici. Je m'attends à ce que le nombre augmente. Mon nom est Julian Ederson, je suis la directrice des opérations à CanWatch. C'est un plaisir de vous présenter ce webinaire sur l'hygiène menstruelle dans les contextes fragiles et humanitaires. Je parle souvent des points d'entrée. À CanWatch, nous avons une vue holistique des points d'entrée à tout moment. Essayons de les garder en tête, bien sûr. C'est très encourageant de regarder aussi les différents points d'entrée que nous avons partout dans le monde et d'en discuter. Nous avons des experts ici, des professionnels qui nous rejoignent. J'espère que nous pourrons en retirer beaucoup de ce webinaire. Je vous rejoins de Peterborough aujourd'hui, ma ville natale, aussi territoire traditionnel des peuples Mississauga et Anishinaabe. J'ai appris des aînés, des communautés ici et d'autres communautés aussi. J'ai aussi étudié en histoire canadienne et autochtone à l'université. D'ailleurs, j'essaie de rendre hommage justement et honneur à ces enseignements lorsque j'ai l'occasion de prendre la parole. Avant de se lancer dans le cœur du sujet, j'aimerais d'abord reconnaître le fait que nous travaillons tous à la maison. En tant que présentateur, eh bien, on se demande toujours s'il y a un chat qui va sauter sur le bureau, si un enfant va faire une apparition devant la caméra. Ce n'est jamais facile de faire du multitâche à la maison. C'est difficile de porter attention à tout en même temps. Alors, je voulais simplement le mentionner, reconnaître que c'est une situation difficile durant la COVID. Notre temps est bien important et on essaie de garder tout cela en tête, surtout dans la préparation du webinaire. Vous êtes ici parce que vous savez que les menstruations ne sont pas une cause de pandémie. On pense à tout cela. Lorsqu'il y a des problèmes de santé reproductive. Lorsqu'il y a une pandémie, on ne peut pas arrêter la santé menstruelle, on ne peut pas arrêter tout cela. Le 28 mai, c'est la journée de la santé menstruelle. Alors, nous avons fait du travail en amont avec la préparation numérique de ce webinaire et d'autres événements. Nous voulons vraiment créer une conversation sur ce point d'entrée. C'est un des points d'entrée les plus marginalisés. Peut-être parce que c'est plus tabou ou nous sommes moins habitués à parler de ces enjeux de façon autonome. C'est une conversation qui doit prendre davantage de place et être amplifiée. À chaque jour, 288 millions de femmes ont des menstruations et le quart d'entre elles n'ont pas des produits de santé menstruelle suffisants ou n'en ont pas du tout. On sait que les effets peuvent être délétères par rapport au tabou à la maison, au fait d'aller à l'école. L'hygiène menstruelle n'est peut-être pas l'enjeu le plus sexy, surtout parce que c'est assez large, mais c'est un point d'entrée important par rapport aux problèmes de santé menstruelle. Pour commencer la discussion, et clairement, la chaîne d'approvisionnement en général, eh bien, attire l'attention pour les nations développées. Il y a des impacts. Alors, je crois que voilà une excellente occasion de parler de la chaîne d'approvisionnement afin que les gens l'aient bien en tête. C'est ce que nous voulons faire.
Nous avons deux portions à ce webinaire. D'abord, il y aura une conversation sur les enjeux euh, dans les ménages avec Suzanne Skidmore, qui est la trésorière, secrétaire trésorière de la Fédération euh, du travail, BC Federation of Labor, et aussi la coprésidente de la campagne Period Promise de Centraide. Elle va nous parler de ce qui se passe du côté des Autochtones et un peu plus généralement au Canada aussi. Ensuite, nous allons avoir une discussion en panel. Il y aura quelques questions pour nos présentateurs. Nous avons une liste de présentateurs qui inclut Suzanne, la docteure Enya Dakak et aussi Paul. La docteure Enya Dakak, responsable de l'unité des politiques et de la liaison, le Bureau des affaires humanitaires et le Fonds des Nations unies pour la population, l'UNFPA. Elle a travaillé sur la réduction des catastrophes, la résilience, sur différents programmes, incluant les violences basées sur le sexe et l'hygiène. Paul, ensuite, est le fondateur et cofondateur et directeur général d'AfriPads Uganda Limited. Lui, son partenaire a commencé en 2009. AfriPads est parti d'une idée embryonnaire jusqu'à la manufacture, la fabrication de produits menstruels sur le continent africain. J'ai eu la chair de poule dans notre séance de préparation parce que le docteur Kenya plutôt et Paul ont commencé à parler du travail qui pouvait les connecter. Alors ça a été génial de pouvoir avoir une conversation qui découle de ce webinaire et j'espère que d'autres projets et d'autres idées jailliront de ce webinaire. De Suzanne. Alors, sur ceci, le micro est à vous, Suzanne. Merci d'avoir organisé ce webinaire. J'aimerais reconnaître bien le fait d'abord que je suis la seule personne à Vancouver dans le bureau en ce moment. Je suis sur les territoires ancestraux Squamish. C'est important de reconnaître l'impact du colonialisme sur la pauvreté et le travail qui est fait partout au pays aussi. Alors que nous en sortons et nous arrivons à une situation un peu plus normale, c'est important de redresser les torts qui ont été faits dans le passé. Mon nom est Suzanne. On peut me référer avec les pronoms féminins. Notre travail du côté de Centraide, eh bien, nous avons travaillé avec le Centraide Lower Mainland sur la pauvreté, les menstruations depuis quelques années. En 2018, nous avons lancé la Period Promise, ce qui veut dire des campagnes, un accord de politique. Nous avons fait aussi du travail du côté de la recherche et de la mobilisation de comités et de la mobilisation politique. Notre réponse à la pandémie a été d'essayer d'intégrer certains du travail que l'on fait dans les carrefours alimentaires. Nous avons des partenariats avec Centraide partout au pays. Alors à la fois sous Tampon Tuesday ou les mardis tampons, et aussi les enjeux liés à la menstruation. Sur la situation en Colombie-Britannique. Le contexte est probablement similaire ailleurs au pays, comme j'imagine. Comme la plupart des gens le savent, il n'y a pas vraiment de données sur la pauvreté menstruelle et les changements qui sont entraînés par la COVID. Mais la situation est bien l'insécurité de l'emploi, l'insécurité alimentaire liée à la pauvreté liée aux produits menstruels. Nous savons aussi que, basé sur la recherche et des données anecdotiques sur du travail qui a été fait pendant des années, eh bien, la pauvreté menstruelle est liée à aussi l'insécurité alimentaire, alors qu'on doit choisir entre des produits d'hygiène menstruelle et des produits alimentaires.
la plupart de celles qui font face à la pauvreté menstruelle dépendent des organisations communautaires pour obtenir ces produits. Durant la crise, les points de contact avec les populations plus pauvres ont dû être changés. Certaines organisations ferment leurs portes et les stratégies même ont dû changer pour se tourner vers le téléphone ou le mode numérique. Ainsi, des gens vulnérables ont eu beaucoup de misère à trouver des points d'accès à ces organisations communautaires et aux produits menstruels. Alors, on ne peut plus aller cogner à la porte de son voisin pour les aider. Elles vont peut-être les retrouver dans des carrefours alimentaires, dans des banques alimentaires. Aussi, il y a du matériel qui est envoyé, mais l'accès aux produits menstruels pour les gens les plus vulnérables a toujours été compliqué. Et basé sur tout cela, eh bien, souvent, la connaissance est basée sur les amis, sur la communauté et les outils de résilience qui ont été bâtis. Alors, il y a certaines populations qui sont devenues vulnérables justement à cause de la pandémie. Et ces personnes ne savent pas où trouver les produits et ont moins accès au réseau où les informations auraient pu être communiquées. À cause des restrictions, les chaînes d'approvisionnement des organisations aussi ont changé. La plupart des organisations dépendent des dons, des campagnes et n'ont pas l'argent pour se permettre d'acheter des produits. La campagne avait récolté 800 000 produits dans la vallée Fraser, dans le Lower Mainland, en faisant participer des milliers de donateurs. Alors, on a dû aussi faire une pause durant l'année, arrêter les efforts de mobilisation et les produits qui étaient récoltés, ce qui va donc réduire la taille de la campagne et rendre plus difficile le soutien des agences partenaires. Ainsi, l'étendue de la destruction est dure à expliquer, mais c'est inévitable. On sait que cela survient. Un peu partout, les dons des OBNL sont réduits parce que les gens vivent à travers les limites de la distanciation sociale. Jusqu'à 30% des OBNL en Colombie-Britannique pourraient fermer dans les prochains mois à cause de l'impact économique dans le secteur. Et l'impact sur les personnes sera donc décuplé. Dans le Lower Mainland, nous avons un réseau de plus de 5000 partenaires, des agences communautaires, des syndicats, des partenaires du milieu des affaires que nous utilisons afin de parler des enjeux liés à la pauvreté menstruelle. Nous parlons aussi au Congrès, au Labour Congress, le Congrès du travail, où nous supportons des efforts afin d'inclure les efforts communautaires et les étendre à tous. Tout cela a démarré par une campagne avec le mouvement du travail, les idéaux de justice, de solidarité envers les populations vulnérables. Et clairement, l'alliance avec la campagne fonctionnait bien. Ils ont compris aussi le problème de la pauvreté menstruelle. Ça a été un excellent mécanisme d'identification des alliés du côté des hommes. Les syndicats comme celui des employés publics de la Colombie-Britannique et des enseignants aussi ont poussé Centraide afin d'aller d'un modèle de récolte à plutôt un modèle d'élan qui se construit. Et tout cela devient un peu plus politique. C'est un peu plus, c'est difficile du côté des organisations caritatives de devenir politique. Alors, de ce côté, nous avons réussi à faire un peu de lobbying avec Period Promise, d'une façon coordonnée avec Centraide dans le Lower Mainland et bien sûr le mouvement du travail. On a l'a pris sous sa responsabilité. Par exemple, par la Fédération des enseignants de la Colombie-Britannique ou l'Union du travail ou les syndicats dans le domaine du travail aussi, nous avons été en mesure de faire progresser le dialogue. On a parlé
des politiques publiques. Et nous avons transformé des vies, par exemple en Colombie-Britannique. Nous avons un projet afin d'avoir des produits disponibles partout dans les écoles. Bon, il y a eu des petits chaos sur la route, mais c'est une politique provinciale maintenant, un projet provincial qui passera et qui progressera en tant que politique. Bien sûr, il y a des problèmes. Les écoles sont fermées, mais on a travaillé aussi avec la Fédération des enseignants de la Colombie-Britannique et avec le ministère afin de trouver des points d'accès pour les produits. Ces produits qui ont été achetés pour les écoles. Alors, il y a du bon travail qui a été fait. Je crois que c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas, sous les circonstances actuelles. C'est une bonne façon de conclure, n'est-ce pas? Et je vous remercie aussi de faire ce travail important et d'être ici avec nous aujourd'hui. Merci, Suzanne. Vous avez soulevé des points importants ici. À la maison ici, mais aussi à l'extérieur, au niveau international, c'est important de voir les connexions qui existent. Nous avons beaucoup plus de points similaires que de différences. On peut parler ici de la volonté politique, de mobilisation des ressources. Et c'est tout ce que nous avons besoin. Alors j'aimerais remercier tous ceux en Colombie-Britannique qui ont eu cette énorme victoire par rapport à votre projet de pilote et aussi la conscientisation qui a causé la réponse fédérale. C'est le genre de travail qui est crucial. Et bien sûr, en même temps, nous travaillons. Donner la parole maintenant à Paul, qui s'est rendu récemment en Chine, en 2019, bien récemment pour lorsque nous pouvions voyager, n'est-ce pas? Ensuite, en Ouganda en 2020. Est-ce que vous avez des signes avant-coureurs qui vous ont amené à vous préparer pour ce qui allait s'en venir? Que voyez-vous comme les réponses clés qui sont demandées par le public et aussi présentées à FreePads en même temps? Merci à CanWatch pour le webinaire et c'est un privilège aussi de faire partie de ce webinaire aussi avec le docteur Enya qui a un CV fantastique, qui a créé beaucoup de changements chez les jeunes filles. À FreePads, brièvement. Nous sommes incorporés en 2009. C'était une idée, un projet pilote, mais nous sommes incorporés en 2010. C'est une énorme célébration cette année. C'est notre 10e anniversaire. Merci. Nous célébrons en isolement et en distanciation sociale. Alors bon, nous avons plus de 10 ans d'expérience dans l'hygiène menstruelle. Nous avons été en mesure d'avoir une approche développée sur l'holistisme, ou une approche holistique, oui, dans les 10 dernières années. Nous avons des serviettes hygiéniques, d'abord dans un village en Ouganda. Nous faisons aussi de l'éducation par le biais d'un plan de cours et de curriculum avec les éducateurs et aussi de l'évaluation des impacts. C'est des outils plutôt que les partenaires peuvent utiliser et voir l'évaluation des impacts de leurs pratiques. Nous avons un bureau en Ouganda et un à Nairobi. Nous avons pu rejoindre des millions de jeunes filles, des ONG aussi, de partout dans le monde. 175 agences en Afrique, la majorité d'entre elles menées par des femmes. Alors, je vais vous donner ma perspective sur la façon dont la pandémie a affecté l'Afrique. Eh bien, la pandémie est mondiale. J'étais en décembre 2019 en Chine. C'est quelques mois, mais on dirait que ça fait des années, n'est-ce pas? La plupart de nos fournisseurs sont là-bas parce que nous ne sommes pas en mesure d'avoir le matériel nécessaire. À chaque année, nous allons visiter nos fournisseurs et en décembre dernier, c'était la même chose. Je prenais les trains, les trains à haute vitesse
l'avion, il n'y avait rien d'exceptionnel. C'était un peu avant le Nouvel An chinois, qui est très important pour les Chinois, parce que pendant 3 à 4 semaines, tout est fermé en Chine. Lorsque je suis revenu ensuite, après le Nouvel An en février, eh bien, rien n'était anormal, mais ensuite, nous avons commencé à avoir des messages des manufacturiers mentionnant que ils ne savaient pas quand euh, ils allaient pouvoir retourner au travail. Et là, ensuite, le tout s'est emballé. Nos partenaires à Roubaix ont pu recommencer leur production, mais entre-temps, nous avons vu l'impact et la grande leçon qu'est le fait d'avoir une chaîne d'approvisionnement intégrée parce que tout était en Chine. Alors, d'un point de vue économique, s'il y a une catastrophe, si les problèmes gouvernementaux, une pandémie, nous dépendons complètement de cet approvisionnement. Alors, nous avons regardé en Turquie, en Indonésie, mais c'était comme si c'était une vague déferlante un peu partout. Alors, nous avons dû regarder comment nous allions faire maintenant afin de s'assurer que nous allions avoir une bonne chaîne d'approvisionnement. Je vais peut-être arrêter à ce moment, mais c'était comme les affaires normales, mais le tout s'est replacé. Très intéressant. Beaucoup d'entreprises de matières premières ont des difficultés. Ils n'ont pas tout simplement pensé à leur source d'approvisionnement. Et c'est très difficile parfois de savoir d'où proviennent toutes les matières premières dont nous avons besoin pour la production. Anya, je sais que les Nations unies ont bien réagi. Vous êtes là pour soutenir tout au long de la pandémie. Alors, vous avez parlé de la préparation des chaînes d'approvisionnement. Vous travaillez avec les populations vulnérables. Vous croyez qu'il y aura une expansion du nombre de personnes qui auront besoin de services? Merci beaucoup pour la question. J'aimerais vous dire que la UNFP, le fonds fait partie de l'Agence de reproduction sexuelle des Nations unies. L'hygiène personnelle et l'hygiène menstruelle fait partie aussi de notre programmation. Nous devons agir de la même façon que nous agissons pour tous les autres programmes, mais principalement lors de cette crise de la COVID-19. Que ce soit une situation après l'urgence, lorsque nous sommes dans une situation de relance, nous devons être là. Alors, nous devons être là au cours de la crise et après la crise. Cela fait partie de notre programmation et cela fait partie aussi de la programmation des droits de la personne. Cela fait partie. Nous voulons donner aux femmes la capacité d'avoir des produits de soins personnels. C'est le droit à la dignité. Cela fait partie du droit au travail, à l'éducation. Et nous devons aussi nous assurer qu'il n'y a aucune discrimination. Car très souvent, lorsqu'on parle de santé menstruelle, il y a beaucoup de discrimination. Il y a plusieurs tabous qui existent. Nous voulons nous assurer qu'il n'y a pas de discrimination envers ces femmes. En raison de la pandémie, nous devons voir ce que nous pouvons faire pour la chaîne d'approvisionnement. Nous avons fait beaucoup de promotions au fil des ans à plusieurs endroits. Nous avons travaillé très souvent depuis en fait 1994 dans des contextes humanitaires. Nous avons toujours dit que nous devions nous assurer que les ressources soient disponibles pour les femmes et les filles. Parce que non seulement nous devons offrir un service, mais nous devons aussi avoir les fournitures. En plus de fournir l'information, nous devons avoir les fournitures. Nous devons donc nous assurer que les fournitures sont disponibles.
Nous devons être préparés, savoir gérer une chaîne d'approvisionnement. Nous devons connaître les produits dont ces femmes et ces filles ont besoin, à quel endroit ils iront les retirer, et nous devons nous assurer d'atteindre l'utilisateur final. Toute cette chaîne d'approvisionnement est maintenant perturbée par la pandémie. Nous avons été en mesure de bien nous préparer. Nous sommes toujours prêts pour des situations humanitaires. Cependant, avec la pandémie, la situation est devenue beaucoup plus complexe et la situation est difficile dans plusieurs pays. Avec la COVID-19, nous avons fait une demande d'aide humanitaire à l'échelle internationale. Et la perturbation de la chaîne d'approvisionnement est une perturbation supplémentaire, principalement lorsqu'on est dans les pays où ils font face à une crise humanitaire. Donc, le plan de réaction face à la pandémie touche 59 pays. Je vous dirais qu'il y a 9 pays sur la liste sous surveillance. Ils ont des systèmes très fragiles et ils seront touchés. Ils peuvent être touchés soit en raison d'une faiblesse du système de santé ou en raison du chômage, comme Susanna l'a mentionné et comme Paul aussi l'a mentionné. Parfois, ils ne peuvent pas obtenir les produits, le système ne fonctionne pas et il y aura des répercussions sociales et financières de la pandémie. Non seulement pour les pays qui ont besoin de services d'urgence. Nous devons être le plus efficace possible car très souvent les systèmes de santé sont fragiles. Parfois, ces pays peuvent être préparés, mais non autant qu'ils auraient dû l'être face à une pandémie. Je crois que nous devons nous poser des questions, soutenir les gens, mais les chaînes d'approvisionnement sont en fait maintenant une question mondiale. Alors, l'OMS, l'UNICEF et les autres organismes sont là pour soutenir les populations vulnérables. Parfois, le soutien est offert directement de Genève, de la Belgique, pour essayer d'envoyer des approvisionnements vers Dakar. Dans le fin fond, on n'a même plus cette possibilité de le faire, d'envoyer des fournitures de l'Europe vers l'Afrique ou même de l'Asie vers l'Afrique. Donc, nous avons maintenant mis en place des cellules logistiques. Nous utilisons l'ensemble du système de soutien des Nations unies partout, dans tous les pays. Nous voulons offrir le soutien nécessaire. Donc, ces cellules logistiques nous aident pour que le fret arrive de l'Asie vers l'Afrique, de l'Europe, etc. Alors, sans ces cellules logistiques, ce serait très difficile d'acheminer ces produits. C'est un peu ce qui se passe du côté des Nations unies. Je pourrais parler très longtemps, car il y a beaucoup de travail. Nous travaillons très fort. Je vous redonne la parole, madame. Fascinant. Avez-vous dit 63 pays sur la liste? Oui, 63 pays sont sur la liste de surveillance. C'est incroyable si on pense par rapport au nombre de pays sur la planète. C'est vraiment des besoins très importants. Dans d'autres webinaires, des conférenciers ont mentionné la chose suivante. Le travail effectué pourrait être utilisé comme un modèle, non seulement pour des pays à faible revenu dans des crises humanitaires, mais aussi comment nous pouvons faire un modèle pour protéger les chaînes d'approvisionnement. Alors, ce serait un concept, un cadre conceptuel qui pourrait être utilisé par la suite. Alors, on pourrait peut-être se pencher sur ce modèle, principalement lorsqu'on manque de fonds, voir si jamais un pays
commencent à mettre en place leur propre chaîne d'approvisionnement, il faudrait voir quelles seraient les possibilités qui s'offrent à eux. Nous voulions aussi parler un peu des répercussions. Je vais repasser la parole à Enya. Pouvez-vous parler un petit peu de ce qui se passe dans des situations fragiles? Au Canada, nous avons beaucoup d'espace, nous avons accès à des ressources, mais la situation est beaucoup plus difficile lorsqu'on est fait face à un contexte de crise humanitaire ou un contexte fragile. Comment appliquez-vous ces notions pour avoir accès à des produits menstruels pour les gens dans ces pays? Merci. Nous avons travaillé sur un aspect, et je pense que le Canada était l'un des pays qui nous a soutenus, qui a soutenu le travail que nous devons faire, soit contre la violence genrée, soutenir les femmes, la santé des femmes. Je vous dirais que les adolescentes sont une composante essentielle. Ce qui nous aide, c'est la localisation. Nous travaillons de pair avec des organismes locaux, des organismes de femmes menés par les femmes, qui soutiennent la communauté. C'est une façon de nous assurer que nous établissons des partenaires, des partenariats, afin d'atteindre les populations plus vulnérables. Pour les Nations unies, nous ne voulons absolument pas laisser quiconque de côté. Nous voulons que les femmes et les filles aient accès à des produits menstruels, à des trousses de dignité. Ce n'est pas uniquement lorsqu'elles sont menstruées, mais c'est une façon d'accroître la dignité et de résoudre des questions très personnelles auxquelles font face les femmes et les filles. Nous savons qu'il y a environ 500 millions de femmes partout sur la planète qui n'ont pas accès à ces fournitures. Les chiffres sont à la hausse. En raison de la pauvreté, ces chiffres vont augmenter. Comme Susanna l'a mentionné, comme Paul l'a mentionné, les femmes et les filles n'ont pas accès à ces produits. J'ai travaillé en 2004 lorsqu'il y a eu le tsunami. Et une des choses que j'ai remarquées immédiatement, lorsque j'étais en train d'évaluer la situation, c'est que les femmes et les filles, lorsqu'on passait, les femmes et les filles n'étaient pas présentes dans le fil lorsqu'on distribuait la nourriture. Et l'une des raisons, lorsque j'ai commencé à poser des questions, et lorsque j'ai parlé avec ces femmes et ces filles, elles ne pouvaient tout simplement pas sortir, car plusieurs d'entre elles n'avaient pas de sous-vêtements, certaines étaient menstruées. Ils n'avaient même pas d'écharpe pour couvrir leurs cheveux. Nous devions penser non seulement à l'aspect menstruel, mais penser aussi à la dignité de la femme et de ses filles, afin qu'elles puissent faire la file pour obtenir des aliments. Ce sont des aspects que nous devons évaluer, comment nous pouvons les aider. Nous devons rendre aptes ces femmes et ces filles, les autonomiser, leur donner ce dont elles ont besoin. Il faut vraiment travailler à l'échelle locale. Nous devons offrir du soutien immédiatement, essayer de faire des achats locaux si possible. Très souvent, la question de la dignité est soulevée par les organismes de femmes. Nous devons absolument les autonomiser. Et nous devons leur fournir une réponse locale. Oui, il est vrai que les Nations unies est un organisme mondial, mais nous devons trouver des solutions locales. Il faut que ces femmes et ces filles puissent maintenir leur dignité. Nous devons les soutenir. Nous devons aussi leur donner des outils pour qu'elles se soutiennent elles-mêmes. Nous devons toujours penser à la pérennité d'un projet. Avec la pandémie,
nous avons été capables de mobiliser immédiatement les ressources, le financement, la logistique nécessaire par l'entremise de différentes organisations. Nous travaillons avec plusieurs organismes nationaux et internationaux afin de pouvoir offrir ces fournitures à ces femmes et ces filles. Au même moment, il faut savoir aussi quelles sont les ressources locales disponibles. Nous devons essayer de soutenir ces femmes et ces filles, et ce immédiatement afin qu'elles puissent devenir autonomes par la suite. Donc, nous travaillons autant à l'échelle locale qu'à l'échelle internationale. Nous pouvons aussi même travailler à partir de plateformes régionales. Nous en avons activé quelques-unes afin de pouvoir offrir un soutien immédiat aux femmes et aux filles. Merci beaucoup. C'est vrai qu'il faut penser au-delà de la chaîne d'approvisionnement. Pour que un programme fonctionne, vous devez travailler avec les communautés locales, avec leurs priorités. Mais étude après étude, et ça a été bien démontré, si on demande aux femmes et aux filles ce dont elles ont besoin, les réponses sont parfois différentes. Il ne faut jamais oublier la dignité de ces femmes et des filles. Et lorsqu'on a ça en tête, lorsqu'on intervient, cela fait une toute autre différence lorsqu'on offre des outils. Paul, vous avez parlé des restrictions en matière de déplacement. Que voyez-vous maintenant sur le terrain lorsque vous parlez à vos partenaires et à vos collègues par rapport aux limites imposées sur les déplacements en Afrique? C'est une situation difficile. On pensait que la situation était résolue en Chine. Les gouvernements ont eu une approche très proactive. Et ce, dès les premiers cas qui ont été signalés. Ils ont pris la situation très au sérieux. Ils ont imposé le confinement immédiat. Cela a aidé énormément à contrer la propagation du virus. En Ouganda, nous avons moins de 300 cas. Mais ces résultats sont venus avec plusieurs restrictions. Les aéroports sont fermés, les frontières, les entreprises. Il y a des restrictions importantes sur le transport public, privé. Il n'y a aucun déplacement entre le travail et les foyers. Les usines sont fermées. L'ensemble de la chaîne d'approvisionnement a été interrompu. Notre personnel est incroyable, les équipes sont incroyables dans le sud-est de l'Ouganda. Le président du pays a commencé à parler de l'ouverture. Si jamais on ouvre les usines, les employés devraient habiter, en fait, dormir à l'usine. Nous croyons que c'était impossible, car la vaste majorité de nos travailleurs sont des femmes. Elles ont des enfants, elles ont des familles. On croyait que c'était impossible. Et avec 65 travailleurs se sont mis en disponibilité. En fait, plusieurs entreprises font face maintenant à ces enjeux. Ce n'est pas seulement en Afrique, c'est maintenant en Europe, aux États-Unis. Ils sont retournés au travail. Alors, plusieurs de ces employés sont à risque. Ils contribuent à l'économie. Ce qui était important pour eux et ce qui était touchant aussi, c'est que les entreprises n'étaient pas prêtes pour la pandémie, mais s'ils arrêtent de fabriquer des produits, les femmes et les filles en situation vulnérable n'auraient pas accès à nos produits. Alors nous sommes très heureux de pouvoir dire que depuis la suspension des activités et de la reprise, nous avons pu produire 65 000 trousses qui ont été envoyées en Éthiopie, en Soudan du Sud, à plusieurs autres pays. Mais je voulais aussi répondre à une des questions qui a été publiée plus tôt. On a Georges de Planet International. Il parlait de l'approvisionnement de matières brutes en Afrique. On a essayé de le faire, et ce, dès tout le début, c'était vraiment notre rêve.
Nous voulions avoir un approvisionnement local. Malheureusement, le type de tissus dont nous avions besoin ne sont pas disponibles. Ils n'ont pas la machinerie pour les produire. Ils ont été forcés d'aller voir outre-mer. C'était malheureux. Ce n'était pas notre idée initiale. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment pouvons-nous renverser la vapeur? Comment pouvons-nous nous approvisionner localement? La COVID en Ouganda n'a pas touché pour l'instant, je vous dirais, 1000 personnes. Nous espérons que les actions mises en place, les mesures mises en place par le gouvernement vont contrer la propagation, mais l'économie est tout simplement dévastée. Les entreprises sont complètement fermées. Nous avons devant nous une possibilité, autant dans le secteur privé que public, de revoir comment nous travaillons ensemble. Alors, c'est un appel à l'action. Il y a plusieurs organismes, il y a UNICEF, il y en a d'autres qui participent à cet appel à l'action. Habituellement, les achats ont été faits d'une façon un peu étrange, qui est fondée sur 2 facteurs, soit le produit du produit. Alors, habituellement, il faut que ça fonctionne, puis c'est le prix. Et habituellement, celui qui offre le plus bas prix gagne l'appel d'offres. Que ce soit pour les organismes sans but lucratif ou les gouvernements, on essaie d'avoir la meilleure qualité pour le prix le plus bas. Mais ce qu'on oublie souvent en économie, c'est que lorsqu'on achète local, vous créez plus d'emplois, les entreprises remettront plus d'impôts au gouvernement, c'est vraiment une façon de développer le pays, de développer les organismes qui sont là. Nous sommes toujours contre des appels d'offres contre les produits qui proviennent de l'Inde ou de la Chine. Sûr et certain, les organismes devront débourser de 10 à 20 % de plus, car en tant qu'entreprise sociale et éthique, nous nourrissons les employés à l'usine. Nous avons même une garderie. Ils peuvent même amener leurs nourrissons pour les allaiter. Donc, l'usine est un peu dans le milieu entre l'approvisionnement et la distribution. Très souvent, ce qu'on oublie lorsqu'on évalue un appel d'offres, selon moi, c'est l'importance de la fabrication locale. Il y a des milliards de dollars dans cette industrie qui circule. Imaginez si cet argent resterait dans le pays. Cela contribuerait non seulement à aider les populations vulnérables, mais ça resterait au pays et stimulerait l'économie. Qu'avons-nous maintenant besoin pour relancer l'économie après la pandémie? Ce serait d'aider les entreprises locales. Nous pouvons le faire en changeant le processus d'appel d'offres. Il faut vraiment que la décision provienne du haut vers le bas. Donc, les donateurs qui financent les organismes sans but lucratif et les autres organismes devront faire des demandes. Par exemple, établir un 20 % qui tiendrait compte de l'approvisionnement local pour soutenir les entreprises locales afin de pouvoir stimuler la relance. J'aimerais intervenir. Nous avons présenté un processus de relance accéléré. Nous devons reconnaître que peut-être la COVID va rester et que ça restera un enjeu. Alors, lorsque les organismes sont locaux, ils ont maintenant le droit de s'approvisionner localement pour soutenir ces femmes et ces filles. Oui, c'est un point très intéressant. Cela tourne autour des travaux qui ont été faits sur l'égalité de genre. Il y a un mouvement important, autant pour les usines que les entreprises de technologie, auprès des entreprises canadiennes. Probablement qu'il y aura environ 5 % de modifications aux politiques d'approvisionnement et qu'ils devront tenir compte de la question éthique lors des appels d'offres.
Si les 20 entreprises les plus importantes sur la planète ou les 20 donateurs les plus importants sur la planète commencent à imposer certains critères, cela aura des changements importants. Ce sera une façon de voir les solutions que nous pourrons apporter. Essayer de réfléchir en dehors des sentiers battus. On parle d'une relance dans de meilleures conditions. Nous devons reconnaître que si nous voulons nous améliorer, nous devrons changer la façon dont nous travaillons. Pouvez-vous en parler un petit peu plus avant de passer à la fois aux questions? Que pensez-vous aux Nations unies? Comment sera la relance selon vous? À l'heure actuelle, tout juste avant cet appel, nous étions en train de nous pencher sur des lignes directrices pour la localisation. Essayer de voir ce que nous pouvions faire avec les communautés locales, les entreprises locales. Ils sont maintenant autonomes, ils peuvent nous aider. Ils sont au courant des enjeux. Nous pouvons les soutenir pour qu'ils puissent soutenir leur propre personnel, pour qu'ils puissent travailler, mettre en place toutes les mesures nécessaires pour se protéger et travailler en même temps. Et ce, pour aider à la relance économique le plus tôt possible. Nous devrons aussi fabriquer de façon plus localisée, en respectant le contexte local, au lieu tout simplement d'aller chercher les fournitures à l'extérieur. Ces produits devraient être adaptés à la culture, à la communauté. Pour nous, cela veut dire que le soutien sera formulé localement, fabriqué localement si possible. Je pense qu'il est important de comprendre, lorsque nous allons reprendre des activités économiques, ce qui est important pour les communautés, de fabriquer localement, d'utiliser les organismes locaux. Essayer de mettre en place un système équilibré au lieu de fabriquer à l'extérieur et de toujours amener ses fournitures au pays. Il faudra vraiment utiliser les ressources locales. Nous croyons que ce serait possiblement la voie adoptée. Merci. On a le temps pour répondre à 2 questions. J'ai une question pour chacun d'entre vous, mais je pense qu'on a un consensus. Alors, la CAN SFE peut se pencher là-dessus, essayer de vous donner quelques idées pour la chaîne d'approvisionnement et la relance. Paul, la question est pour vous. En Ouganda, êtes-vous capable d'approcher la population marginalisée et vulnérable afin de pouvoir les éduquer et leur fournir des trousses? Très bonne question. L'Ouganda ont d'incroyables politiques pour les réfugiés. Ils ont des droits, ils reçoivent des terres, ils ont des droits que d'autres pays ne donnent pas aux réfugiés. Ils sont très progressistes à ce sujet. Pour nous, nous travaillons main dans la main avec nos partenaires. Il y a plusieurs organismes qui travaillent sur le terrain, qui travaillent avec ces réfugiés. Nous voulions nous assurer, avant de nous présenter avec nos produits, c'est que de voir si nos produits étaient acceptés. Nous avons mis sur pied un important projet pilote en Ouganda pour leur présenter des serviettes réutilisables. Les résultats étaient incroyables. L'idée de ne pas se préoccuper par une distribution constante de produits jetables. Les femmes et les filles préféraient ces pays par rapport à d'autres. Cela leur donnait une certaine sécurité et ils recevaient ce qu'elles voulaient.
C'est important et parfois on oublie ça. Lorsqu'on a des activités de secours, on oublie souvent de demander l'opinion. Nous pouvons nous assurer que nous soutenons les femmes et les filles de la façon dont elles veulent être soutenues. Pour nous, l'éducation est essentielle. On parlait de produits et lorsqu'on distribue nos produits, on offre aussi de la formation à tous nos partenaires. On a distribué plus d'une centaine de milliers de trousses. C'était suivi de formations pour les formateurs afin de nous assurer que les femmes et les filles, que les écoles, que tout le monde comprenne comment utiliser les produits, mais aussi de mieux connaître la santé et la reproduction des femmes. Merci, Paul. J'aimerais maintenant passer la parole à Susanna. Merci d'être resté avec nous pour toute la présentation. Pouvez-vous nous dire quelques mots par rapport au mouvement mondial et comment cela pourrait être lié au mouvement que l'on voit ici au Canada? Merci. Non, c'était vraiment pas difficile de rester ici et d'écouter les deux autres conférenciers. C'est incroyable le travail qui est fait à l'échelle internationale. Vous l'avez bien expliqué, madame. Il y a beaucoup plus de similitudes et de points en commun que de différences. Et ce, sans égard où les problèmes ont lieu. Nous devons vraiment nous attacher à ces points communs, les utiliser pour faire évoluer les dossiers lorsque nous le pouvons. Il y a beaucoup de pain sur la planche, il y a beaucoup de façons d'aborder ces tâches aussi. Nous pensons que nous devons travailler avec les changements aux politiques publiques. Très souvent, on prend pour acquis qu'on a du papier hygiénique dans nos salles de bain. Et ça, peu importe où vous vivez. Alors, on essaie de ne pas être trop politique, mais je vous dirais que les gens soutiendraient des politiques publiques. Il y a beaucoup de beaux projets en place. Et c'est bien de voir comment on peut travailler ensemble, faire évoluer les dossiers et essayer de normaliser cette conversation. Juste en parler fait déjà une différence. Franchement, ça m'avait posé la question si moi, je parlerais de menstruation ou de pauvreté et de produits hygiéniques, j'oserais probablement dire non. J'ai grandi dans une maison où tout le monde, la conversation était assez ouverte, ce n'était pas un tabou. Mais je vous dirais que ce n'est pas tous les pays qui étaient au même niveau. Mais juste en parler fait déjà une différence, essayer de trouver des alliés. Avec Centraide, c'est bien de trouver des alliés auprès de gens qui ne menstruent pas. En fait, la liste est très, très longue. Alors, merci beaucoup de nous avoir réunis. C'est vraiment une discussion qui est très importante. Merci. Nous avons atteint la fin de notre événement. J'aurais pas à le dire mieux. Alors, merci beaucoup pour vos interventions. Merci beaucoup pour vos interventions. La CAN SFE continuera cette discussion. Merci beaucoup. Au revoir.